merci de m'accueillir. C'est surtout cela. Ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait quelque temps que je n'étais pas entré dans cette maison. Et ma foi, c'est un vrai plaisir et un honneur à la fois. Alors, puisque là, tu m'as invité, deux mots effectivement sur Farm Europe, qui est un animal à cinq pattes un peu original au niveau européen et qui est né qui s'est fondé en 2015, mais qui est né en mi-2013, en tout cas dans la pensée, dans la conception, juste au lendemain de la réforme de la PAC. Donc, on a bouclé avec Dacian Cioloș, qui m'avait demandé de continuer le duo qu'on avait, la route, on l'avait commencé en 2006 quand il était mon homologue roumain, mais lui a réussi et donc il était devenu commissaire. Au lendemain, le constat a été que la Commission européenne peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas avoir le savoir infus. Le savoir inné, ça n'existe pas, et qu'elle avait besoin de se nourrir, et de se nourrir dans un contexte qui devenait plus particulier, d'un Conseil européen et d'un Conseil des ministres de l'Agriculture qui avait éclaté depuis quelques années. Moi, quand j'étais le négociateur pour la France au niveau européen, juste avant de rejoindre Dacian Cioloș, c'était, je dois le confesser, maintenant avec le temps on me le pardonnera, relativement confortable. La France arrivait, travaillait avec des idées, les mettait en amont sur la table et rassemblait assez aisément, suivant les sujets, entre 14 et 18 États membres. Depuis 2010, ça n'existe plus. Depuis 2010, le Conseil s'est éclaté entre deux pôles, un pôle qui était mené avec une réflexion française et un autre qui a été mené par l'Allemagne. Le modus vivendi qui valait avant, où l'Allemagne, permettez-moi l'expression familière, rallouillait, mais finalement revenait dans le giron de la France, in fine, sur les affaires agricoles, moyennant des concessions sur d'autres domaines économiques. L'accord tacite s'était rompu. Il ne s'est pas renouvelé réellement depuis lors. Et de fait, il n'y avait plus réellement de locomotive où le Conseil pouvait être la locomotive de l'Union européenne en matière agricole. Côté Parlement européen, le Parlement européen, effectivement, monte en puissance depuis lors, mais il faut accepter les choses telles qu'elles sont, pardon. Un député européen, aussi brillant soit-il, il a deux assistants et il doit faire face à une multitude de sujets. Donc, il a aussi besoin d'être nourri. Il a aussi besoin d'être nourri, mais être nourri, c'est pas entendre à la petite semaine des personnes qui viennent pour prêcher pour leur paroisse à l'exclusion de toute autre paroisse. Et c'était ce constat d'un besoin de véhicules qui allait explorer les eaux, mais pas pour définir un paysage merveilleux et un monde extraordinaire dans 30 ou 50 ans dans lequel on ne vivra jamais, mais d'être dans le concret et se dire, si on veut tracer cette voie, et cette voie d'agriculture de triple performance, économique, environnementale, sociale, et de rester en faisant en sorte que les trois composantes soient travaillées positivement en même temps, que ce ne soit pas l'une sacrifiée au profit de l'autre, eh bien, il fallait effectivement avoir cet esprit, une structure indépendante au niveau européen qui puisse proposer des voies, mais effectivement, comme Alain le disait, un think tank, mais un think tank agissant, parce que quand on croit à quelque chose et qu'on le travaille avec des membres de 14 pays membres qui représentent à peu près 80% de l'agriculture européenne, assis sur un trépied avec un pied agricole, un pied de transformation, un pied de monde de la finance et de la recherche, ça permet effectivement d'arriver et de pouvoir légitimement, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, proposer des voies, proposer des rédactions législatives quand il faut y aller. Bah oui, on rédige. On a la technique, donc on va jusqu'au bout du kit.
et assurer à ceux qui seront d'accord pour porter cela qu'effectivement on est dans le vrai et que si ce pas supplémentaire est franchi, le bénéfice sera tangible et pas dans, comme je disais tout à l'heure, dans 30 ans, dans 10 ans, mais on est vraiment sur ce chemin de progrès et chaque fenêtre d'opportunité doit être exploitée pleinement. Donc, c'était l'idée, et c'est Farm Europe aujourd'hui, pour les sujets liés à la PAC, mais aussi pour tous les sujets liés à l'agriculture, c'est-à-dire le commerce, l'énergie, tu mentionnais tout à l'heure, mais on y reviendra, l'environnement, bien évidemment, l'ensemble de cela, avec maintenant aussi une préoccupation vis-à-vis du développement de l'agriculture de l'autre côté de la Méditerranée, puisque Farm Europe a cofondé avec une fondation française, Farm Africa Développement, parce qu'il y a un lien, bien évidemment, entre les deux. On ne peut pas juste rester dans notre environnement européen comme s'il n'y avait que des grands murs et rien à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les financeurs? Alors, les financeurs, c'est ce que nous avons décidé dès l'origine, c'est un dispositif qui respecte pleinement l'esprit du think tank. Donc, il y a des membres, organisations qui adhèrent, des partenaires qui sont là, qui se sont engagés dans la durée avec Farm Europe, et c'est à ce titre qu'on a bâti ensemble l'animal, et puis des membres qui, quelque part, viennent plus pour se nourrir. Et j'ai coutume de dire, parce qu'il faut bien que tout le monde vive, hein, donc ça veut dire que les membres cotisent, que la beauté de Farm Europe, c'est que les personnes, les organisations viennent cotiser pour travailler. C'est qu'on leur demande, dans la limite de ce qu'elles peuvent faire, bien évidemment, mais si elles en ont les moyens, de mettre à disposition, sur des sujets spécifiques qu'on travaille, leurs moyens humains de réflexion, leurs moyens techniques. C'est quand il nous faut passer sur l'économétrie et faire défiler quelques millions d'équations, ce n'est pas l'équipe de Farm Europe avec 10 personnes qui va le faire. Et donc, on s'appuie dans une relation de confiance où, dans ces cas-là, effectivement, l'équipe est mise à disposition de Farm Europe et c'est nous qui décidons ensuite quand est-ce qu'on estime que c'est suffisamment mûr pour le partager entre les membres pour continuer à le travailler et ensuite en allant en public avec une promesse que nous avons faite tant à nos partenaires qu'à nos membres, c'est que Farm Europe porte ses propres positions. C'est européen, c'est pas français. Alors, c'est européen, donc Farm Europe, c'est totalement européen. Je disais 14 des membres de 14 États membres différents, qu'on prend de l'Irlande à la Grèce ou l'Espagne, de la Finlande en passant par l'Allemagne, la Pologne, le centre, République tchèque, Slovaquie, etc. Et réellement, depuis le début, les membres et partenaires jouent pleinement le jeu. C'est-à-dire quand ils arrivent pour travailler sur les sujets européens, ils oublient aussi leurs préoccupations immédiates et la position qu'ils sont tenus parfois de défendre chez eux vis-à-vis des ministères, vis-à-vis de leurs propres mandants. Donc, on arrive à Farm Europe, on laisse le chapeau et le revolver à l'entrée et on se met à travailler. Et on se met à travailler en se disant, c'est quoi le bien commun? C'est quoi l'intérêt réellement et le chemin qui sera le chemin d'efficacité? Donc, les positions pour le positionnement, ben oui, effectivement, d'un point de vue politique, chez soi, on en a besoin parfois. Pour construire, la beauté, c'est quand on passe la frontière, on se sent plus libre, visiblement, et on peut effectivement construire beaucoup plus facilement et trouver des points d'accord qui permettent d'emmener tout le monde et de se présenter tant auprès de la Commission européenne en amont du processus, puisqu'elle a effectivement le monopole de proposition. Donc c'est bien en amont qu'il faut nourrir que des décideurs Parlement européen ou bien des États membres, et puis des influenceurs. Les journalistes ont parfois bien besoin, effectivement, d'explications et de remise
de l'église au milieu du village, surtout ces temps-ci. Et donc, finalement, on fait notre travail au mieux. Il y a une chose qui m'a réjoui récemment, c'est que quelqu'un est venu vers moi en faisant « Farm Europe, en fait, ça existe depuis combien de temps ?» Et alors là, surtout ne pas répondre et attendre qu'on réponde à votre place. Et là, j'ai eu la surprise de voir que j'ai déjà beaucoup de cheveux blancs, mais je devrais en avoir plus, puisqu'on nous créditait d'être là depuis 2 petites décennies. Donc, c'est que, bah, on est là, effectivement, quelque part, le boulevard était assez vide, parce qu'en fait, au niveau européen, vous avez des cabinets de lobbying, c'est tout à fait noble, des organisations qui représentent un secteur, mais vous n'avez pas de structure qui aille au-delà en disant on ne va pas représenter le secteur blé ou le secteur lait. Notre préoccupation, elle est à la fois l'ensemble du secteur agricole et agroalimentaire européen pour l'Europe et pour les citoyens européens. Et pour le coup, cette synthèse, on n'a pas d'équivalent. C'est un fait. Et puis, il y a eu la commission Juncker qui est passée par là. Il y a la commission von der Leyen/Timmermans et qui a changé le processus de travail de la Commission européenne, qui s'est refermée sur elle-même et qui se méfie. C'est un constat, hein, et dans son fonctionnement, ça a gelé beaucoup de choses, du monde économique. Donc, si vous représentez une entreprise, vous demandez rendez-vous à monsieur Untel de tel département, eh bien, monsieur Untel a l'obligation, dès que le rendez-vous est fini, de faire rapport, certes à sa hiérarchie, c'est de bon ton, mais copie au secrétariat général de la commission. Et ça a gelé intégralement, enfin pour beaucoup, les relations où vous êtes reçu, on vous dit oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ben, très bien, merci, au revoir. Et la construction, la discussion, le fait de nourrir, de pouvoir confronter, pour beaucoup, eh bien ça, c'était déjà un peu évacué, et je parle de la période d'avant Covid. La période Covid n'a pas amélioré les choses, et c'est une crainte d'avoir des institutions européennes qui s'enferment dans leur tour et se déconnectent progressivement de la réalité du monde dans lequel on vit, de la réalité des Européens. Et peut-être qu'on y reviendra avec, juste en prenant l'exemple d'un des points du Green Deal, pas que Farm to Fork, sur lequel nous avons travaillé, Farm Europe, avec une petite association sociétale, Voice of Europe, pour calculer le coût pour le citoyen français, polonais, allemand, etc., du Green Deal entre maintenant et 2030. Et pas avec des chiffres fantaisistes, on n'avait pas la prétention, on a juste voulu prendre le coût calculé par la Commission elle-même dans les différentes études d'impact. On y reviendra, mais je vais quand même déflorer un peu le sujet parce que bon, la tentation est trop grande, donc je cède à la constatation. En France, un ménage qui a 2 500 € net pour vivre par mois. Le ménage ne fait pas des folies, c'est moins qu'on puisse dire, avec cela. Il lui faut trouver, et hors inflation, hein, on a annulé l'inflation, et avant la guerre Ukraine, donc avant l'explosion des coûts de l'énergie et ce qui va avec, il lui fallait trouver, entre maintenant et 2030, 400 € par mois sur les 2500 pour gérer le coût des mesures Green Deal qui sont proposées. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres de la Commission que nous avons juste pris les uns après les autres et remis pour les mettre en cohérence. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas si un décideur politique sait faire, mais je ne sais pas faire. Et dans des pays où on pourrait se dire, ben, ma foi, ça va être moins difficile parce qu'ils ont des taux de croissance, où ils avaient des taux de croissance nettement plus importants. On va prendre la Pologne.
en fait, l'intégralité de la croissance serait mangée par ce cheminement de transition. Alors, soyons très clairs, hein, je ne suis pas en train de remettre en cause la nécessité de transition et le point d'arrivée sur lequel il nous faudra y être. Mais toute la difficulté, c'est comment on y va, par quel chemin, par quels moyens on y va. Et je pense que ce qui est paru hier, ce que la Commission a mis sur la table sur la directive pesticides, est assez révélateur. Je vais un peu dans le désordre, mais quelque part, on va bousculer un peu les choses. Mais c'est assez révélateur. Oui, on va carrément aller au troisième. Parce que finalement, on a eu la crise Covid. Enfin, on l'a toujours d'un point de vue économique, parce que les ruptures de flux d'approvisionnement existent toujours. Pardon ? Médical aussi. Et médical aussi. Voilà. On a eu l'Ukraine, et quelque part l'Ukraine, pour nous, c'est plus du kérosène mis sur un incendie. Parce que l'incendie, il était déjà là. L'incendie était là, peut-être larvé, et l'Ukraine a été un élément de détonateur supplémentaire. Alors, en face, effectivement, quelque part, la réponse a été quelques mesures d'urgence. Alors, je reviens pour le secteur agricole. Donc, les 500 millions qu'il y avait dans la caisse européenne, dont acte, et puis une recette qui, malheureusement, est presque devenue une norme au niveau européen et qui doit nous poser question, un renvoi aux États membres. Quand vous regardez les crises économiques depuis 2016, si, de façon assez classique, la Commission renvoie aux États membres le soin de trouver les solutions sur finances nationales, aide d'État, en ouvrant la possibilité à faire. Et là, quelque part, il y avait les 500 millions de la réserve de crise fort discutée lors de la réforme de la PAC. Et donc, ça a été les prendre, bien sûr, et dire aux États membres, vous pouvez rajouter 200% dès lors que vous en avez les moyens. On voit bien qu'aujourd'hui, les finances commencent à se resserrer et que 2023 ne va pas être une année faste économique et encore moins pour les finances publiques des différents États membres. Donc, dans certains États membres, il y aura la part communautaire de réponse à la crise des 500 millions et puis pas beaucoup d'autres choses parce que les finances publiques ne le permettent pas. Et donc, on a des réponses de fait à géométrie variable. C'était effectivement un peu le plus pressé, mais qui pose immédiatement la question de 2023. Parce que la crise ukrainienne, dans le secteur agricole et sur les marchés alimentaires, ça ne va pas s'arrêter le 1er juillet prochain, hein, on est bien d'accord. La récolte 2023, donc de l'été 2023, est largement hypothéquée. Si d'ores et déjà, donc celle qui va arriver va être moyenne, elle est stockable. En Ukraine, elle est stockable parce que vu qu'elle va être nettement plus petite, même si on a... mais il va falloir la sortir. Il va falloir approvisionner le marché et la récolte suivante sera aussi hypothéquée, quoi qu'il arrive. Donc, quelque part, on a vidé la caisse européenne. On renvoie aux États membres le soin d'abonder s'ils le peuvent. Une fois qu'elle est vidée, on fait comment ? On fait comment pour remettre une caisse européenne qui, d'ailleurs, reste effectivement à 500 millions. On notera que la proposition de la Commission de 500 millions plus 200% des États membres, ça correspond assez étrangement à ce que nous avions calculé à Farm Europe et ce que le Parlement européen avait pris comme position de négociation dans la réforme de la PAC, en estimant qu'il fallait à minima une réserve de crise européenne d'1,5 milliard. Les faits, malheureusement, nous donnent quelque part raison, malheureusement, mais comment on réabonde la réserve de crise pour l'année prochaine? La technique normale dans la nouvelle PAC, c'est de prendre sur les aides directes des agriculteurs.
peut-on décemment imaginer qu'on réabonde cette réserve de crise en diminuant les aides données aux agriculteurs européens dans une situation où ils sont tous en crise? Il y a une logique là qui est problématique. Et puis, avec cette crise ukrainienne, effectivement, on a vu la sécurité alimentaire qui est revenue en numéro 1 de l'agenda politique européen et aussi européen vis-à-vis des discussions que nous avons au niveau mondial et avec l'Afrique. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, face à ce constat, une deuxième question. Quelle est la durée, la validité de ce sentiment qui va rester? Est-ce que ça va rester? La Commission aujourd'hui est divisée, éminemment divisée. Il y a une partie de la Commission qui est entrée en résistance, donc mais qui commence à reprendre du poil de la bête depuis hier d'ailleurs, en disant finalement tout ce qu'on a prévu au titre du Green Deal, pourquoi changer ce qu'on a imaginé? Attendons que l'orage passe et puis on va ressortir du tiroir ce qu'on avait prévu, à la façon dont on l'avait prévu. Ce qui a été la technique pendant le Covid. Si vous vous souvenez, pendant le Covid, il y avait en discussion, en attente de sortie, la stratégie Farm to Fork. Elle a été gelée momentanément et elle est ressortie, à part l'introduction qui était parsemée effectivement de mots magnifiques de sécurité alimentaire et autres, le corps de la proposition n'avait pas changé d'une virgule, mais pas d'une virgule. Et donc là, on a la même question, surtout ce qui nous attend pour les années à venir. Parce que finalement, tu me parlais de la PAC 2023, mais on n'est déjà plus dans la PAC 2023. Elle n'est pas mise en œuvre, mais elle n'est plus déjà, ce n'est plus cela qui va conduire l'environnement réglementaire des agriculteurs en Europe jusqu'à 2027 et par extension après 2030. Puisque mise en œuvre 1er janvier 2023, mais entre-temps, au titre de la Farm to Fork et de la stratégie biodiversité, il y a 48 initiatives législatives et non législatives qui arrivent, 25 législatives, il y en a une qui est tombée hier, qui est la directive pesticides. Il y en a plusieurs qui sont tombées hier, puisqu'il y avait l'ex-directive pesticides, puisqu'il est proposé que ce soit un règlement maintenant, et puis il y avait l'élément sur la préservation de la nature, qui a aussi un impact. Oui, tout à fait. Et donc, entre maintenant et 2024, tout cela va arriver pour décision et va changer de fait l'environnement réglementaire de la PAC. Et l'exemple qui nous est proposé hier, depuis hier, on l'a sous le nez, c'est effectivement le projet de règlement sur l'usage durable des pesticides. Qu'est-ce qu'il dit? Alors non, il ne pose pas l'objectif d'un zéro résidu de pesticides, zéro résidu dans l'environnement, zéro résidu dans la nourriture. Ça n'a pas été l'option choisie, c'est on sort un drapeau en disant moins 50%. Est-ce que d'un point de vue agronomique, ça a un sens? Je vous laisse y répondre. Hein. Je pense qu'on a tous la même réponse, on est d'accord. Mais d'un point de vue communication, c'est magnifique. C'est magnifique, avec au titre de discussion qui n'en finissait pas entre commissaires et avec quelques influences d'États membres par derrière, une flexibilité qui est donnée en disant, bon, c'est moins 50 niveau européen. Si vous êtes déjà des très bons, des très gentils, des très bons qui avaient déjà fait un chemin de progrès, ce sera moins 35. Puis si vous êtes vraiment des méchants, hein, tout pas bon, c'est moins 65. Nonobstant, dans l'Union européenne, l'usage des pesticides par hectare, en kilos par hectare, varie de 0,8
à pratiquement 9 kilos. Je ne suis pas sûr que dire on coupe et puis tout le monde va être content et tout le monde se vivra mieux et un peu à la Soviet suprême, c'est quand même c'est un peu ça, ça va apporter réellement le bénéfice qu'on est en droit d'attendre, nous citoyens, et que l'environnement au sein de l'Europe est aussi en droit d'attendre. Mais le drapeau est là, le drapeau est planté et on ne fera pas dévier, c'est que la discussion va se jouer et se négocier sur ce pourcentage. C'est pour 2030. C'est pour 2030, oui. Ah non, 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 soyons ambitieux, hein, c'est pour 2030. Donc, pour 2030, moins 50. Et bon, la France est à 4,4, etc. Donc, elle a eu un premier... Oui, on a eu un chemin de progrès, donc peut-être que dans les discussions, la France pourra négocier à moins 42%. Mais quel est le sens de cela? La question est là, mais ce sera la négociation. Et puis la deuxième question immédiatement qui arrive, c'est comment on fait? Si on se dit, bah, au-delà de cette discussion d'efficacité, on est d'accord pour discuter et pour dire moins 50, pourquoi pas, quel est le chemin pour y arriver et comment on s'assure que ce que la Commission met dans son règlement, c'est-à-dire que ça ne doit pas avoir d'impact ou le plus petit possible sur le niveau de production et le plus petit possible sur le revenu des agriculteurs, à lire, c'est beau à pleurer. Alors par contre, quand vous regardez l'étude d'impact qui va avec, qui a été publiée, l'étude d'impact qui est faite par le service recherche de la Commission et les chercheurs, vous les connaissez bien, hein, ils ont la tête dure. Eux, ils notent qu'effectivement, il y a une régression de la production qui est escomptée, il n'y a pas le choix. Bon. Mais pour minimiser cela, la Commission, dans son projet de règlement, eh bien c'est simple, elle joue à Ponce Pilate. Et noir sur blanc, elle renvoie la tâche aux États membres. Donc, États membres, vous allez vous assurer que il n'y ait pas les impacts les plus minimes et que la notion de food sécurité, de sécurité alimentaire est pleinement respectée quand vous allez mettre en œuvre ces nouveaux règlements que vous devrez mettre en œuvre. Et pour vous aider, on vous suggère de mobiliser, parce qu'il va falloir mettre des aides pour contrecarrer, les surcoûts liés aux mesures qui seront mises en œuvre, et puis pour essayer de faire un choc d'investissement en matière d'agriculture de précision et d'agriculture digitale. Ça, c'est noir sur blanc. Et pour le faire, eh bien, la Commission propose aux États membres d'utiliser une baguette magique, qui est la PAC. De revoir leurs plans stratégiques nationaux et de mobiliser l'argent de la PAC pour cela. Alors, la seule difficulté, c'est que l'argent de la PAC est déjà mobilisé sur des mesures qui ont été discutées et pleinement mobilisées, que l'argent de la PAC diminue quand même en valeur d'année en année, qu'il y a 2 semaines, la Commission a demandé aux États membres d'utiliser 12,5% de l'argent du deuxième pilier pour financer la stratégie biométhane, et que je pense dans quelques semaines, elle va suggérer d'utiliser une partie de la PAC, du deuxième pilier à nouveau de la PAC, pour financer les nouvelles mesures de bien-être animal. Comment on fait? Concrètement, de fait, c'est bien gentil, mais on est sur une équation qui ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, on sent bien, la transition, on doit la faire. La neutralité carbone 2035 ou 2040, on ne va pas agoter sur la date, mais on va dire 2035, oui, on doit y être dans le secteur agricole. Le tout, c'est le chemin de progrès. Comment on le fait? Comment on le finance? Et pour le coup, quand on regarde alors, ce sont les engrais. Alors, oui, Femme Pouvoir, excusez-moi. Alors, non, c'est moins 20% d'engrais, moins de 50% des fuites de nitrate dans la nature. Oui, juste bonjour.
directrice d'affaires publiques, communication, engagement sociétal de IARA. Justement, sur ce point-là, la commission a véritablement évolué. Aujourd'hui, on parle de réduction des pertes de 20%. Des pertes et non pas des quantités utilisées. C'est ce qu'on voit affiché partout. Hein. Il y a eu suite aux discussions, mais bon. Alors, dernier point. Alors, par contre, ce qui soulagera légèrement sur le côté engrais, c'est que ce que la commission a calculé, c'est que si, moi je parlais des fuites, moins 50% des fuites dans l'environnement, c'est que si on applique correctement la réglementation actuelle dans les pays qui sont hors zone, vous faites pratiquement les 2/3 du chemin. Je ne cible pas les Pays-Bas ou l'Allemagne, pas du tout. Hein. Mais chacun son tour. En tant que Breton, excusez-moi, chacun son tour. Hein. Donc ouais, ça, c'est dans l'engrais. Les 10%, c'est les 10% de biodiversité, donc de surface hors production agricole. Je vais l'augmenter déjà parce que j'ai lu oui. dans cette graphique que c'était. Excusez-moi. Oui. J'ai lu que c'était en fait une augmentation de la population d'oiseaux qui serait mesurée, etc. Non. C'est dans l'autre directive. Alors, par contre, effectivement, on mesurera aussi. Par ailleurs, il y a d'autres indicateurs pour mesurer la biodiversité, si tout va bien, et compter les oiseaux. Mais là aussi, il y a des problèmes de protocole parce que compter les oiseaux à jour fixe, il y a un problème. Ça ne marche pas très bien en termes de calcul de biodiversité. Et puis, il y a, mais ça je ne vous mentionnerai pas, il y a les 25% de terres agricoles à mettre sous forme biologique, d'agriculture biologique, dans un marché bio qui est un peu chahuté déjà aujourd'hui, et ça ne va pas s'améliorer vu la capacité des gens et l'évolution du pouvoir d'achat. Et puis, il y a les 3 millions d'arbres à planter. Et 3 milliards d'arbres, mais estimons-nous heureux, parce que là, on va faire comme si on coupait les micros, hein. Mais dans la genèse de la décision des 3 milliards, dans le cabinet d'un vice-président exécutif que je ne donnerai pas de nom sur cela, la discussion a commencé entre, d'un côté, le vice-président et le cabinet, et puis les services de la commission, où les premiers indiquaient qu'il nous faut 30 milliards. Parce que 30 milliards, ça sonne. Et là, la DG Agri est arrivée en faisant « Mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'hectares ? Est-ce que ça veut dire en capacité de production un peu chahutée ?» Et la discussion a été très rapide. Donc, parfois, les choses vont très vite. Et dans le bon sens, c'était 30, c'est pas possible, on va mettre 3. Et voilà, le 3 est arrivé comme ça. Il y a un vrai raisonnement scientifique derrière. Et de fait, d'où après les conséquences et le calcul qui, lui, est un vrai calcul et une vraie analyse de la part du service de la commission du JRC et qui, en fait, a fait une étude d'impact de ces propositions qui répond, l'étude que la commission dit non, ce n'est pas une étude d'impact, répond à tous les standards de l'étude d'impact de la commission. Désolé, moi, le temps où j'étais avec Dachan, toutes nos études d'impact avaient les mêmes standards que ce qui est sorti. Et ce que la commission a sorti, donc son service un 31 juillet quand même, coïncide parfaitement avec ce que l'USD avait calculé, avec ce que Wageningen a pu calculer, avec ce que l'université de Kiel a pu analyser, à ce que l'INRAE a pu aussi travailler. Et puis, nous, on a essayé de comprendre en plus quelles étaient les hypothèses qui étaient derrière. Les hypothèses pour arriver à des chiffres qui étaient les moins difficiles quand même possibles, c'est de bonne guerre, vous me direz, mais pas forcément des hypothèses qui font que ça va être la réalité, loin de là. Et de fait, qu'est-ce qu'on a sur lequel on arrive? C'est le slide suivant. C'est que quelque part, voilà, le niveau d'impact sur la production agricole, avec quelques quand même, difficultés. Alors, au niveau agricole, on va aller carrément au slide d'après, qui résume tout. Là, vous avez vu par type
la synthèse de toutes ces études, c'est plus 10% avant Ukraine, hein, c'est plus 10% sur le panier du consommateur en prix. C'est moins 15% en volume de production européenne agricole. Et pour les importations, c'est une hausse des importations suivant les secteurs de 2 à 58%. Et si on prend le secteur de la protéine végétale, l'impact des mesures telles qu'elles sont proposées pour arriver au point d'arrivée de 2035 de neutralité carbone, qui est le point, il faudrait augmenter nos importations de protéines végétales, puisque l'impact sur les oléagineux en Europe est négatif, clairement négatif. Donc on est dans un schéma économiquement extrêmement hasardeux, et on va se dire, la question immédiatement, ça a été de se dire, mais est-ce que finalement le gain environnemental peut expliquer la peine qu'on pourrait avoir d'un point de vue économique et de sécurité? Parce qu'effectivement, là, on voit bien que l'idée de rendre les clés quelque part de notre sécurité alimentaire, de s'aligner à des approvisionnements venant du monde, c'est un peu hasardeux aussi. Et d'un point de vue environnement, on a repris ce que les chercheurs ont très bien calculé. Alors effectivement, au sein de l'Union européenne, ça permet de laver blanc. C'est normal, hein, on réduit la production, donc on réduit les émissions. Mais ça ne va pas au-delà. C'est réellement lié à la décroissance. Le gain environnemental est purement lié à la décroissance et corrélé totalement à cela. Mais comme on importe, on a eu la curiosité de calculer ce que ça représentait pour le monde, parce que l'environnement, c'est bien la planète qui est en jeu. Et là, ça va mal, parce qu'effectivement, la moitié du lavage blanc interne Europe est déjà perdu immédiatement du fait, enfin la moitié et les 2/3 du fait des réimportations qu'on fait. Et quand on calcule en plus l'impact sur les terres et la déforestation que ça générera, on arrive au mieux à un gain environnemental de moins 1% de réduction des émissions à effet de serre au niveau de la planète. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas. C'est soit nul, soit même on fait pire. Donc là, en fait, on a vraiment un problème, c'est que le chemin qui est proposé amène d'un point de vue environnemental à faire du clean chez soi et à renvoyer notre pollution chez les autres. On est d'accord, ça s'appelle du Ponce Pilate. Et à un coût économique, avant Ukraine, que vous avez sur la partie gauche, et avec une responsabilité qu'on aurait vis-à-vis des marchés mondiaux, de la sécurité alimentaire mondiale, qui n'est pas mince. Il y a 2 mois et demi, le tenant du titre de commissaire à l'environnement devant le Parlement européen, micro vert, expliquait que tout cela, ce n'était pas grave, parce qu'il n'y aurait pas d'enjeu de sécurité alimentaire pour l'Union européenne, puisque nous exportons, et qu'on réduira nos exportations, et qu'on continuera à manger à notre faim dans l'Union européenne. On a un problème de positionnement et de responsabilité. L'Union européenne a une responsabilité au niveau mondial dans l'approvisionnement des marchés. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit inonder et approvisionner l'ensemble du monde, mais on était jusqu'à peu de temps, et on est encore la moins pire des zones en termes d'approvisionnement et de capacité à approvisionner de façon à peu près régulière. On se serait vu il y a quelques années, j'aurais dit régulière, mais là maintenant à peu près régulière, parce qu'il y a des hauts et des bas, le changement climatique est là, on est bien d'accord. Si on se retire des marchés mondiaux, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner, avec ou sans crise ukrainienne. Là, en plus, avec la crise ukrainienne, c'est même pas envisageable. Et donc, on a une difficulté entre aujourd'hui des politiques au niveau européen et des propositions qui vont être négociées sur un pas de temps court, entre maintenant et 2024, qui seront mises en œuvre après, quand les porteurs de ces propositions ne seront plus au pouvoir,
puisque la commission part à l'automne 2024, le Parlement sera renouvelé. Et une idée qui est fortement ancrée, qui est de dire, mais de toute façon, l'objectif final, à 30 ans, il nous faut faire cette transition, et à 30 ans, il faut y être. Et donc, peu importe le chemin à parcourir, on ne va pas se préoccuper du chemin à parcourir. La réalité, eh bien, elle s'adaptera parce qu'on a raison sur le long terme. Et la seule difficulté, c'est que si on a tort sur les chemins à parcourir, on n'arrivera jamais au point d'arrivée long terme. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas dans le spectre de l'entendement aujourd'hui de ceux qui mettent ça sur la table. C'est une position politique. Hein. Frans Timmermans, c'est un politicien vice-président exécutif de la Commission, donc qui est en fait sur le Green Deal, qui a l'ensemble des pouvoirs quasiment, sauf quand la présidente revient en disant parce qu'elle a eu de fortes injonctions d'États membres en disant bah, attendez, il faut surseoir et réfléchir un peu, mais c'est bien lui qui a la manœuvre. Donc le vice-président exécutif comment le dire de façon diplomatique, estime ne pas avoir ou ne pas avoir le temps ou ce que vous voulez d'entrer dans le détail de comment on va le mettre en œuvre et de la pertinence et de la crédibilité de la mise en œuvre. Et le seul problème, c'est que si la mise en œuvre ne se fait pas, on n'arrivera jamais au point d'arrivée. Et que tout l'enjeu, c'est est-ce que aujourd'hui on met en œuvre la transition à force de drapeaux, d'effets de communication et d'injonctions, ou bien est-ce qu'on met en œuvre l'écosystème agricole et l'écosystème économique agricole pour faire en sorte qu'il puisse effectivement évoluer et qu'on le juge sur le résultat. Et quand on juge sur le résultat, on peut taper aussi quand on n'est pas au rendez-vous des résultats. Aujourd'hui, dans les propositions, dans la réflexion, ce qui est porté par la Commission, c'est le premier point. Ils sont dans le premier cadre. Je constate qu'outre-Atlantique, ils sont ancrés dans la deuxième façon de faire. Et clairement, si on voulait réussir cette transition, ça passe intimement par un choc d'investissement, un choc de transfert de connaissances. Il faut le financer. Il faut le financer, mais c'est jouable. Toutes les études que nous avons faites depuis 2 ans et demi, on a pris secteur par secteur pour voir quels étaient les itinéraires techniques disponibles. Pas ceux qui sont encore dans les instituts de recherche qui arriveront peut-être dans 5 ans, 10 ans. Non, ce qui est prêt, ce qui n'a pas été diffusé largement dans les fermes, mais ce qui est diffusable aujourd'hui. Suivant les secteurs, alors on a fait pour les engrais, les pesticides, l'eau, et puis en analysant le gain environnemental, le gain économique ou la perte économique et les investissements à mobiliser. Suivant les secteurs, quand on parle d'environnement, si on parle par exemple des pesticides, la réduction en prenant les itinéraires qui existent, en les déployant, suivant les secteurs, c'est entre -7 et -70%. Alors on a pris secteur plus pays, etc., parce que il y a des pays qui ont effectivement des marges de progrès certaines. Donc c'est jouable. Maintenant, il faut pouvoir le faire, il faut que les agriculteurs puissent le mettre en œuvre et avancer sur cette voie. Et puis un avant-dernier point, si je puis me permettre, puisque c'est encore de circonstance pour quelques semaines, peut-être. Quid des mesures miroirs? Puisque la réponse au début aux idées et aux surcoûts liés à la Farm to Fork, c'était de dire, mais alors, pas de difficulté,
ne prenons pas peur, on va demander aux importations de respecter les mêmes contraintes qu'on se donne à nous-mêmes et qu'on se donne à nos productions européennes. L'idée est séduisante, politiquement elle est imparable. D'un point de vue pratique de mise en œuvre, elle est plus délicate. Et effectivement, la Commission a rendu son rapport début juin, qui est celui qu'on attendait. C'est-à-dire que oui, cela peut se faire et être imaginable quand c'est des problèmes sanitaires, dont acte, quand ce sont des sujets d'environnement reconnus d'ordre mondial ou des sujets de bien-être animal. Maintenant, au-delà de cela, elle suggère de façon très diplomatique, elle renvoie une analyse au cas par cas. En disant, bah, écoutez, si en Europe, vous imposez une méthode, des méthodes de production plus drastiques qu'ailleurs, et s'il y a rien on ne voit rien sur le produit qui est importé, qui est le sain, loyal et marchand, ça va être plus difficile. Effectivement, ça va être plus difficile. Et d'ailleurs, ça va être tellement plus difficile, c'est qu'on fait exactement l'inverse actuellement, lié à la crise ukrainienne, en remontant, en n'étant plus laxiste sur les critères, et notamment les LMR à l'importation, parce qu'effectivement, il faut faire du flux, et il faut aider à fluidifier le commerce. Donc là, pour le cas, je crains que ce ne sont pas des mesures miracles qui vont sauver l'agriculture européenne. Et quand on voit un dossier, le dossier de déforestation, qui est symbolique de l'idée de mesures miroirs, la discussion tant au Parlement qu'au Conseil, on voit, alors là, les intérêts économiques réapparaissent. Les intérêts économiques réapparaissent avec des alliances qui se développe très forte, et le monde du commerce qui est extrêmement présent. Nonobstant, on devrait quand même pouvoir avancer sur le cas déforestation, certaines choses. Et puis, dernier point, pour reboucler avec la PAC, parce que tout ce qu'on a dit sur Farm to Fork, eh bien, ça va effectivement, chaque année, la PAC 2023 va être amenée à se réajuster. Des règlements qui vont être négociés, entrer en œuvre après 2024, mais où on demandera aux États membres, il sera demandé aux États membres de se préparer, et se préparer via la PAC, qui est l'outil que la Commission propose comme étant l'outil pour tout, mais il y a des limites, bien évidemment. Mais cet outil PAC 2023 finit en 2027, on est bien d'accord. Ça veut dire qu'en 2025, début 2025, la Commission mettra sur la table une nouvelle communication de réforme de la réforme. Et que la réalité, c'est qu'on doit, en 2023, pouvoir afficher quelles sont les priorités, les orientations, voire les mesures de la PAC post-2027. Alors pourquoi 2023? Vous pourriez me dire, mais entre 2025 et 2023, il y a une année magique qui s'appelle 2024. Il faut juste se remémorer l'accord de coalition du gouvernement allemand. L'Allemagne, c'est quand même, c'est très clair, ils mettent parfois un peu de temps pour faire leur accord de coalition, mais ce qu'il y a dans l'accord de coalition, ils déclinent pendant toute la durée de vie du gouvernement, et ce qui est écrit est fait. Et dans cet accord de coalition, il y a inscrit noir sur blanc que concernant l'agriculture, le gouvernement allemand arrivera en 2024, mi-2024, avec sa proposition de réforme de la PAC qui inscrira la fin des paiements directs aux revenus. Et ils se préparent, ils travaillent tout à fait bien. Ils sont en train de passer contrat avec des universités allemandes et non allemandes pour travailler sur le sujet et arriver en 2024 et pouvoir essayer de donner la ligne de conduite de la prochaine commission qui sera désignée juste après, mais on sera en plein dans les discussions, et du profil du prochain commissaire à l'agriculture et du remplaçant de Frans Timmermans.
Alors, si tu veux le faire façon gouvernement allemand, on ne remplace pas. Ben, on ne remplace pas. On fait de l'économie. Il faut savoir que la PAC, le déficit entre ce qu'il paye au titre de la PAC et ce qu'il récupère de la PAC, ça coûte chaque année quelques milliards à l'Allemagne. Ils sont contributeurs nets, très gros contributeurs nets sur la PAC. Une réduction du budget PAC est une aubaine financière et d'ailleurs le syndicat allemand, le DBW, ne dit mot sur cela. Parce que finalement, il n'est pas plus inquiet que ça. En se disant, si les aides directes aux revenus disparaissent demain, nous négocierons en interne Allemagne quelques compensations financières, 1 euro pour 1 euro. Et ils feront. Et ce sera compatible. Parce que la condition pour faire disparaître les aides directes, ça veut dire de passer par une première étape de cofinancement des aides directes. Et ensuite, de traiter le premier pilier de la PAC sous un volet de chapitre d'aide d'État, avec un régime communautaire autorisant, dans la limite de la disponibilité financière. Ce seront des aides directes que vous mettrez ou que vous ne mettrez pas, suivant que vous ayez des moyens budgétaires nationaux. Je ne peux pas défendre d'un côté, voilà, leur accord de coalition, c'est mettre fin au paiement direct et d'avoir une pratique qui est contraire. La seule pratique contraire qu'on ait eue jusque-là, c'était des prix garantis internes à l'Union européenne, qui était un autre moyen d'aide, mais indirect, c'est qu'on fermait les frontières par des prélèvements restitution. Donc là, voilà, je ne vois pas l'issue vraiment de leur accord. Ça, c'est vraiment, on met fin au paiement direct. Et en gros, d'origine européenne. Oui, non, mais en fait, l'issue, c'est autorisé par la Commission. Quand on regarde ce qu'ils font. Réduit la contribution de l'Allemagne, effectivement. Du coup, elle a de l'argent pour faire des aides directes nationales autorisées par le passage. Quand on regarde ce qu'ils font depuis 2008 en Allemagne, parce que 2008, quand même, souvenons-nous qu'au titre de Health Check 2008, sur le deuxième pilier, il y avait des financements pour l'agriculture innovante qui avaient été décidés. L'Allemagne avait négocié qu'au titre de l'agriculture innovante, le secteur lait était dedans. Bon. Donc, l'imagination fonctionne bien. Et donc, effectivement, ce qu'on voit arriver de la part de l'Allemagne, c'est la mort des aides directes PAC. Financées par l'Europe. Mais après, une fois que vous avez fait cela, des aides directes aux revenus, on sait tous les déguiser différemment. Il suffit de ne pas l'appeler aide directe aux revenus, ça va devenir des aides directes à l'hectare pour encourager les agriculteurs à aller dans tel et tel sens. Et ça, enfin, aujourd'hui, entre nous, il y a quand même un certain nombre d'aides directes du deuxième pilier de la PAC, agri-environnementale, qui parfois ressemblent à des aides du premier pilier. Vous me direz, les éco-schemes du premier pilier ressemblent un peu aussi parfois à des aides du deuxième. La perméabilité est quand même assez développée. Et là, moi, je ne me fais pas de soucis pour l'agriculture allemande, et le DBV, visiblement, ne s'en fait pas non plus, de pouvoir retrouver ces petits en nombre d'euros qui seront présents. Ils seront une partie sous des aides à l'hectare, une partie sous un boost qui sera donné à l'investissement, ça ira bien. Mais nonobstant, ça nous amène à nous poser en 2023 la question de qu'est-ce qu'on veut faire de la PAC. On oublie les contraintes de se dire, tiens, la PAC, historiquement, on a telle et telle mesure, et effectivement, c'est parfois peut-être dur d'imaginer passer à autre chose. Oublions cela. On a besoin de quoi? Où sera l'efficacité, sachant que de toute façon, en nombre d'euros, on en aura moins. En valeur, euro constant. Hein.
ça va continuer. Peut-être reprend. Ne soyons pas oiseaux de mauvais augure. Mais on a un impératif, en 2023, à se poser la question. Et arriver avec des propositions et des propositions étayées. Si c'est dire demain doit être l'image d'aujourd'hui, il faudra expliquer pourquoi et comment ça marche. Si c'est effectivement les aides directes aux revenus doivent évoluer et diminuer, pourquoi? Et qu'est-ce qui est le plus efficace? Ou est-ce qu'un euro d'argent public PAC rapportera le plus à l'agriculteur et à l'Union européenne agricole dans son ensemble? Je crois que tu n'as pas fait le temps. Si. Sinon, il n'y aura plus de discussion, je suis trop bavard. Alors, en tout cas, écoute, merci beaucoup de cette présentation.